mais je me représente, je suis Thomas Catino, je suis intégrateur web en freelance et formateur à l'École régionale du numérique, donc à Saint-Plon, ici à Rodez. Et ce soir, je vais vous présenter le référentiel Opquast, qui est un référentiel qui se base sur la qualité web. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par définir un peu ce qu'est la qualité web, les référentiels sur le web, et après on va parler d'Opquast et du référentiel Opquast. Hop là. Alors, la qualité web, qu'est-ce que c'est? Je vous ai sorti deux définitions. Une sur la qualité, qui est de Larousse, qui vient de Larousse, et qui nous définit que la qualité, c'est un ensemble de caractères, de propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature, à ce qu'on en attend. Et la qualité web, qui est une définition donnée par Ellis Lewin, qui nous dit que la qualité web est l'aptitude d'un service en ligne à satisfaire des exigences implicites ou explicites. Est-ce que c'est clair? En fait, la qualité web, c'est ce qui fait qu'un produit, qualité web, un produit numérique, permet aux utilisateurs de faire ce qu'ils veulent, donc il correspond aux attentes implicites et explicites des utilisateurs. Moi, en tant qu'utilisateur, si je vais sur un site de qualité, je vais pouvoir arriver à réaliser mes objectifs de façon intuitive, tout simplement. Par contre, il faut bien différencier la qualité web et la gestion de la qualité web. La qualité web, c'est le fait que le produit il est qualitatif, et la gestion de la qualité web, c'est, hop là, c'est un ensemble d'activités coordonnées dont l'objectif est d'évaluer, d'améliorer, garantir la qualité web. En fait, nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est pas de la qualité, c'est de la gestion de qualité. Comment on arrive à amener un produit numérique, donc un site par exemple, comment on l'amène à être plus qualitatif? Par quels critères et par quel référentiel, en fait, par quelle bonne pratique on va pouvoir améliorer sa qualité. Un qualiticien se basera sur un ou plusieurs référentiels, et un référentiel nous sert de guide pour la construction et la vérification d'un système. En fait, c'est un modèle d'exigence. Ça y est, je suis dedans. Au niveau web, on a plusieurs référentiels qui existent. On a le RGA ou l'AccessiWeb. Je ne sais pas si ça vous parle, ces référentiels, déjà. On en a parlé un petit peu. Alors, pour les simploniens, oui, on en a parlé un petit peu. Donc, en fait, ils sont basés sur le WCAG. Le WCAG, c'est le référentiel d'accessibilité qui est fait par le W3C. Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. En fait, c'est l'organisme qui gère les standards du web. Cet organisme est divisé en plusieurs entités. On a l'entité qui nous gère des technos particulières comme le CSS, l'HTML, etc. Et une entité qui s'appelle le WAI, World Accessibility Interactive. Non, je l'ai de tête, mais on le retrouvera. Qui a défini un référentiel qui s'appelle le WCAG. Et le WCAG donne des bonnes pratiques au niveau accessibilité à faire. En France, on a le RGA qui est ce même référentiel, mais d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue organisme, pardon. Et l'AccessiWeb qui est le même référentiel aussi, mais fait par une association qui s'appelle Brainet. Voilà. On a aussi d'autres référentiels comme les normes ISO, que vous devez peut-être connaître, qui sont des standards en fonction de différents services, secteurs d'activité, pardon. On a les Google Webmaster Guidelines, on a Opquast, etc., etc. Donc en fait, on a plusieurs référentiels qui existent et nous, on va se baser ce soir sur Opquast. Opquast pour Open Quality Standard. Ça y est, on a découvert d'où ça venait. C'est un projet qui est créé en 2004 par le groupe Temesis, plus particulièrement par Ellis Lewin et Laurent Denis. Le but principal d'Opquast, ça a été de créer des checklists sous licence ouverte. Il y en a plusieurs, dont celle qui nous intéresse ce soir, mais il y en a d'autres, il y en a sur l'éco-conception, etc. Et en fait, c'était assez intéressant, ils l'ont créé en 2004, mais ils ont du mal à le faire rentrer dans la communauté des acteurs du web. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer une certification de ce référentiel-là et de créer un livre. Hop là. Alors ça, c'est la version 2 du livre. Et aussi un memento. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent un peu ce format-là. L'avantage des memento, c'est que c'est un résumé. Et par exemple, là, on a toutes les bonnes pratiques du référentiel qui sont avec nous. Donc ça, c'est pratique à lire. Et on en reverra un peu plus tard. Et c'est la certification, les formations et les livres qui ont qui ont augmenté la popularité de ce référentiel-là. Donc en fait, Opquast, c'est des checklists, la certification, le livre, ils ont aussi des outils
qui permettent par exemple voilà, aux formateurs de faire passer des audits avec un reporting, etc. Des partenaires et des formations. Donc là, ils sont vraiment en train de communiquer sur leur réseau et de créer un réseau de partenaires avec des agences web et des écoles. La particularité d'Opquast, c'est de créer un socle minimum et transversal. C'est-à-dire qu'on va avoir des référentiels, par exemple, on parlait du WCAG tout à l'heure, qui est un référentiel qui est basé sur l'accessibilité. C'est un référentiel qui va aller très loin, qui est vraiment spécialisé dans l'accessibilité. Si à un moment donné, vous voulez augmenter l'accessibilité de votre projet web, votre site, etc., vous allez avoir un niveau plus élevé sur ce référentiel-là. Opquast, lui, il ne va pas traiter d'un sujet, il va traiter de plusieurs sujets, mais de manière très basique et transversale. Donc du coup, voilà, on verra de l'accessibilité, de l'ergonomie, de la performance, de la sécurité, etc., etc. Ça veut dire que ce n'est pas un référentiel qui a pour vocation de fonctionner seul, c'est un référentiel qui peut fonctionner avec d'autres. Et qui a ses avantages et ses inconvénients par rapport à cela. Qui propose les différentes checklists, on va revenir dessus. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la certification. Donc ça veut dire que vous, acteurs du web ou pas, on n'en a pas parlé, mais en fait, ici, on a des développeurs, pas de graphistes. On a des personnes qui sont côté client, c'est-à-dire qu'ils font appel à des prestataires. Et donc du coup, on se retrouve avec pas mal de choses. On a peut-être des chefs de projet. Non, c'est pas grave. Mais on a au moins deux métiers, deux côtés du web, côté prestataire et côté client. La certification et Opquast, en fait, ils essaient de parler à tout le monde, de parler aux différents acteurs, que ce soit côté client, côté prestataire. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un lexique commun pour améliorer en fait, l'échange entre ces deux corps de métier. La certification, elle a pour vocation, enfin, elle peut être passée par des prestataires et aussi des clients. En fait, j'ai mis cet écran que je trouvais intéressant, et d'ailleurs, je vous passerai le PDF, et j'ai mis souvent le lien de l'Opquast Day, donc tous les ans, ils font une journée Opquast. Et en 2017, ils ont fait un article sur leur blog et ils ont mis le PDF du compte rendu. Et dedans, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Opquast, etc., le PDF qui est en lien, il est vraiment pas mal. La certification, c'est comme un TOEIC. En fait, vous avez 120 questions à répondre en 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, en fonction du score que vous aurez, de nombre de bonnes réponses, vous allez valider des jalons. Et en fonction des jalons que vous allez valider, vous allez avoir un certain niveau par rapport à cette certification-là. Hop là, voici les niveaux. Si vous arrivez à avoir 500 points sur 1000, donc la moitié, vous avez la certification. Sinon, vous n'avez pas la certification. De 500 à 600, vous êtes niveau novice, intermédiaire, confirmé, etc., etc. Tout le monde n'a pas vocation à être expert. En fait, chaque métier correspond plus ou moins à son niveau. Un client, donc quelqu'un qui est côté vraiment client, s'il a des connaissances basiques de la certification, donc à niveau novice, c'est vachement bien. Il va pouvoir déjà communiquer avec tes prestataires. Quelque part, en tant que client, on s'en fout de savoir que la page web, elle a été faite comme ça, avec 7 éléments HTML. C'est pas important. Pour nous, ce qui est important, c'est que le contenu il soit bien amené et bien référencé. Donc, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Intermédiaire, ça va être plus un chef de projet qui, lui, va devoir connaître un peu tous les métiers, mais sans rentrer en profondeur forcément. Le confirmé, on va retrouver les ergonomes, les créas, etc., etc. Les avancés, ça va être plutôt les profils techniques, les développeurs, les intégrateurs. Et après, les experts, c'est les personnes qui veulent vraiment faire de la formation Opquast. Voilà. Les commerciaux, niveau novice, c'est très bien. Ça va? Je continue? C'est quoi, toi? Moi, je suis formateur. Voilà. D'ailleurs, je me suis permis de l'afficher sur mon ordi. Ok, bon, on va tous participer. Dites-moi, maintenant que vous avez cette base-là, pour vous, qu'est-ce qu'un site de qualité? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un site de qualité? Je vous écoute. C'est quoi un site de qualité? Un site ergonomique. C'est un site ergonomique, c'est-à-dire? Facilité de navigation, que les gens trouvent vite l'information. Alors, comment on facilite la navigation sur ce site-là? En adoptant des usages assez courants. Quels sont par exemple des usages courants? Vous voyez, là on creuse. En fait, l'idée, on l'a. Par exemple, il y a une convention dans le web, effectivement, je peux naviguer sur plusieurs pages du site grâce à un menu. C'est le menu navigation. Et ce menu, effectivement, il est en haut. Ou alors, on le voyait aussi sur la gauche. On voit un peu moins sur la gauche, mais effectivement, il était en haut sur la gauche. Et
C'est vrai. Ouais, parce qu'on est dans le mode responsive et c'est vrai que ça l'a amené. Quel autre élément sur le site permettrait d'améliorer la navigation? Si je suis sur un gros site e-commerce, par exemple. Il y a le panier, ok, donc il y a des liens particuliers. Quoi d'autre? J'ai 12 000 références. Comment on l'utilise? Un moteur de recherche. Il y a les sous-rubriques, là on est encore dans le menu. Et effectivement aussi j'ai un moteur de recherche. Donc je vais m'attendre à avoir cette fonctionnalité-là. Ça veut dire que sur un site, un site simple d'une page, je ne vais pas forcément m'attendre à avoir un moteur de recherche. Par contre, un site qui a beaucoup plus de contenu, un moteur de recherche va améliorer l'ergonomie parce qu'il va donner un niveau de lecture, un niveau de chemin et de navigation supplémentaire. Un fil d'Ariane, par exemple. Qu'est-ce qu'un site de qualité? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre dans les sites de qualité? Le site accessible pour les personnes malvoyantes. Comment on rend un site accessible pour les personnes non-voyantes? Qu'est-ce que, par exemple? En ajoutant des éléments sémantiques sur différentes pages. Avec de la sémantique. Alors, par exemple, là, on est plus technique. C'est-à-dire que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais effectivement, il y a la sémantique. Ok, pourquoi pas. En hiérarchisant le contenu. Alors, là, on n'est pas que dans les non-voyants. Et la sémantique, c'est pas que pour les non-voyants, d'ailleurs. Mais la hiérarchisation, ça veut dire que je sais qu'un contenu a une structure hiérarchisée, des titres, des sous-titres, etc., etc. En fait, ça permet à l'utilisateur de pouvoir, de ne pas être obligé de tout lire, mais de pouvoir trouver plus facilement ce qu'il cherche. Ok, hiérarchisation des contenus, la navigation, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le temps de charge. Pardon? Le temps de charge. Alors le temps de chargement, il est compliqué. Parce que, par exemple, à la maison, j'ai pas la fibre. Dans mon ancienne maison, j'avais la fibre. Le temps de chargement du même site, alors que le site n'a pas bougé, a énormément changé. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisable. Par exemple, sur un mobile, ça charge vite. Oui, mais du coup, comment sur mobile, on va aller vite? La qualité, elle est là. Qualité web, il faut qu'on diminue le temps de chargement sur le mobile. La gestion de la qualité web, comment on va arriver à diminuer le temps de chargement d'un mobile? Il faut limiter le nombre d'images sur le site, par exemple, et compresser les images de bonne manière. Que des images utiles. Alors oui, pareil, ça dépend, parce que si tu as un site qui montre toutes tes photos, quelque part, tu ne peux pas le limiter. Tu peux dire j'ai 10 images à mettre sur le site. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que les images sont compressées. Ok, super. Là, je peux le faire. De quoi? Par exemple, je peux utiliser des technologies particulières qui sont l'AMP. Mais l'AMP, c'est une technologie particulière. Alors l'AMP, c'est un projet open source qui a été sorti par en partie Google. Alors il n'y a pas que Google. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir charger une page en moins de 2 secondes. Donc du coup, c'est une façon très très simple de faire un site. Donc c'est une copie de votre site qui est très très simplifiée avec des codes particuliers. Et le site est plus facile à charger. Mais l'AMP, c'est une solution technique. Potentiellement, il y a d'autres sites qui n'auront pas forcément l'AMP. Du coup, en servant les images en fonction du périphérique, par exemple, de ne pas servir les mêmes notions d'image sur mobile que sur desktop. Oui, ça peut être intéressant. Par contre, c'est difficilement vérifiable. Il y a aussi le leg Mais c'est intéressant. c'est-à-dire charger les images, Le- on scroll par exemple, on charge le collecteur d'images, Voilà. on scroll et ça charge les images suivantes. Par exemple. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le technique. Maintenant, si on sort un peu de cette histoire de performance, etc., et qu'on penserait, je ne sais pas, j'ai un problème avec un site. Qu'est-ce que je cherche à faire? J'ai un problème, j'ai acheté quelque chose, pas de nouvelles depuis. Je retourne sur le site, qu'est-ce que je cherche à faire? Contacter la personne. Donc ça veut dire que le site doit au moins avoir un moyen de contacter les personnes. Par quelle méthode? Imaginons, je suis un cas très particulier, je suis dans un cybercafé. Et donc c'est pas mon ordinateur. Et là, j'ai qu'un formulaire de contact. Non, pardon, j'ai pas de formulaire de contact, j'ai un mail tout. Mon téléphone aussi, au cas où. Il faut avoir plusieurs méthodes de contact différentes. Si vous proposez un seul moyen de contact, potentiellement ce moyen de contact ne pourra pas être utilisé par votre utilisateur. Si vous n'utilisez que le téléphone, que votre utilisateur n'a pas le téléphone, si vous n'utilisez qu'une adresse mail mais que votre utilisateur n'a pas accès à sa boîte mail. Un formulaire de contact, par exemple, ça peut être une bonne alternative. Mais peut-être que seul, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, là, on est en train de définir des actions à réaliser. En fait, ce que je voulais vous amener, c'est que, là où je voulais vous amener, c'est que généralement, au début, on a des exemples génériques. Alors, je suis désolé, Lucie, on l'entend. Le site est ergonomique. Je veux que le site soit ergonomique. Oui, mais on n'a pas tous la même définition du mot ergonomique. C'est-à-dire que
ce qu'un développeur et un autre développeur attendent ou comprend derrière ce mot, ce n'est pas la même chose. On ne va pas effectuer les mêmes choses. Entre un graphiste, un développeur, entre un client et un développeur, etc. etc. Donc ça, c'est une exigence générique. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des exigences objectives. Le site ergonomique, c'est difficilement... On peut pas forcément faire un bon chiffrage derrière et amener et finaliser un produit fini. On ne peut pas améliorer la qualité derrière puisque c'est quelque chose qui est trop générique. Une exigence objective comme le site doit avoir un fil d'Ariane, le site un moteur de recherche, ou alors le logo est cliquable et en plus il permet de retourner à la page d'accueil. Ce sont des exigences objectives. Et si à un moment donné on met ces exigences-là dans le projet, on peut alors les tester, les valider et on sait que derrière ça augmente de facto la qualité du site. Voilà. Un autre exemple qui est parlant, donc pareil, je l'ai pris aussi honteusement sur l'Opcast Day. D'ailleurs, ils le mettent assez souvent cet exemple. Vous voyez, j'ai deux formulaires. Formulaire A, formulaire B. De premier abord, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. La grosse différence, elle va se jouer là. Dans le cahier des charges, le formulaire A, c'est quand je clique dessus, sur le bouton envoyer, en fait, ça envoie un formulaire. Ça envoie le formulaire. Et le formulaire B, dans le cahier des charges, je vais avoir des exigences qualitatives, objectives. Il faut que chaque demande d'information fait l'objet d'accusé de réception. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il aura cliqué sur envoyer, il aura peut-être un message qui lui dira « bon, bah, c'est bon, on a bien pris en compte votre demande ». Ou alors il recevra une copie du mail disant « on a bien pris en compte votre demande, vous aurez une réponse sous le temps de jour ». L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire. C'est-à-dire qu'avant de cliquer sur envoyer, je sais quels sont les champs que je dois absolument remplir pour que le formulaire soit viable. Et quels sont les champs qui sont facultatifs. L'étiquette de chaque champ. Alors, on va revenir un petit peu parce que c'est un peu technique. Ceci est un champ, ceci est une étiquette. Ça veut dire que chaque champ a une étiquette qui lui est associée. Et en plus, elle est associée, mais elle est visuellement à côté. Imaginez si le nom, en fait, est écrit à gauche, là. Là, j'avais le nom qui est ici, le prénom là, l'email, société. Je me retrouve sur ce champ-là. Ah oui, mais attends, c'est quoi ces prénoms, email, société? Je ne sais pas. Ça veut dire que les critères de qualité vont me dire que chaque champ a ci, a ça, etc., etc. Et le graphiste, lui, il va pouvoir checker les bonnes pratiques et en conséquence faire sa créa. Et le développeur, lui, il va pouvoir checker les bonnes pratiques et en conséquence, il va faire son code. Et les testeurs, eux, ils vont pouvoir voir si les bonnes pratiques ont été bien mises. Et à la fin, au final, on aura une énorme différence entre les deux formulaires. C'est-à-dire que bah, là, potentiellement, peut-être que ça va envoyer le formulaire, mais l'expérience utilisateur, elle sera nulle. Parce que l'utilisateur, il ne sait pas que le formulaire a été bien envoyé. Parce que l'utilisateur, il aura cliqué 3 fois sur le bouton envoyer avant que le formulaire il s'envoie réellement, etc. Parce qu'il aura du mal à le lire, etc., etc. C'est plus clair ou pas? Du coup, ma question de base, elle aurait dû être celle-ci. C'est pas qu'est-ce qui fait, comment on rend un site qualitatif, c'est quels sont les critères de qualité qui améliorent la qualité du site. Donc, quels sont les critères de qualité d'un site? Et du coup, la question sous-jacente, c'est comment définir ces propres critères-là? Qu'est-ce qu'un critère doit respecter pour être considéré comme un critère de qualité? On en parle un petit peu. Vous avez une idée ou pas? C'est un critère qui peut être testé. Ok. Vérifiable. Vérifiable, voilà. Que tout le monde puisse être unanime sur le fait qu'il doit être respecté. Ouais. Qui fasse consensus. Voilà. Effectivement, ouais. On est pile poil dedans. Quoi d'autre? Alors, on va les trouver, je les ai différentes. Qui soit international. La RGPD, vous en avez entendu parler peut-être un petit peu. La Réglementation Générale de Protection des Données, c'est une réglementation européenne qui sera appliquée à partir du 25 mai. Et en France, on a un organisme qui est chargé de son application, c'est la CNIL. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 25 mai, la CNIL va commencer à voir les entreprises et à voir s'ils suivent cette réglementation-là. C'est une réglementation européenne. Si à un moment donné, vous faites un site pour les États-Unis qui est vu aux États-Unis, on ne peut pas définir de critères de qualité tels que le site doit être conforme à la RGPD. C'est pas possible, puisque les utilisateurs n'ont pas à appliquer cette propre loi. On le voit bien avec les bandeaux cookies. Ce site, en naviguant sur ce site, vous devez accepter les cookies, etc. C'est complètement ça ne peut pas être un critère de qualité, puisque c'est quelque chose qui est typique, enfin qui est vraiment français. Uniquement français, pardon. International, vérifiable, consensus. Imaginez, si je vous dis la bonne pratique suivante, tous les liens entrants qui arrivent sur votre site, donc toutes les personnes qui mettent un lien sur votre site, doivent être valides aux normes du W3C.
est-ce que c'est un critère de bonne pratique ou pas? Non. Pourquoi? On Pas peut pas le réalisable. maîtriser. Parce que c'est pas réalisable. On peut pas le maîtriser. On ne maîtrise pas le code des autres. Donc ça veut dire que ça, on peut pas le mettre. Vérifiable, réalisable, international, qui fait consensus. Et bon, on l'a plus ou moins dit. Il me semble l'avoir entendu. Utile. Il me semble l'avoir entendu. Le site a une application mobile. Non, en soi, vous pouvez très bien ne pas avoir une application mobile. Ce n'est pas un critère de bonne pratique. Par contre, le site propose un ou plusieurs mécanismes dédiés à l'adaptation des terminaux mobiles. Là, ça devient intéressant. Que votre site soit responsive, c'est-à-dire que si on le redimensionne, ça s'adapte. Ou alors que votre site est une application dédiée mobile. Ou alors que votre site est un site dédié mobile. Vous savez, m. quelque chose, m.météo France, ou etc. On appelle ça un m-dot. Ou que ce soit autre chose, performance web, tout ce que vous voulez, l'AMP, etc., etc., on s'en fout. Nous, ce qui nous importe, c'est que l'utilisateur, à un moment donné, potentiellement, il vient à partir d'un mobile, et il faut que l'expérience de cet utilisateur-là ne soit pas dégradée. Quelle que soit la solution. Ça va, Fabien? Dur. Réaliste, donc ce qu'on disait, les liens entrants proviennent de sites valides. Non, c'est pas réaliste. Par contre, le site ne contient pas de liens internes ciblant des pages introuvables. Erreur 404. Là, c'est réaliste. Et là, ça ne se fait pas que côté prestataire. Si vous utilisez des CMS tels que WordPress, par exemple, eh bien, il faut que vous, client, fassiez attention à ce que tous les liens que vous mettez en place, ils soient valides. C'est-à-dire que la qualité, en fait, mais ça on le verra, elle ne se fait pas avant le projet ou pendant le projet, elle se fait tout le long de la durée de vie d'un projet. Vérifiable, la page s'affiche en moins de 5 secondes. En fait, ça va être très bien. Enfin, non, ça tombe encore sur toi. Ça marche très bien si on a la fibre, on a Internet, etc., etc. Maintenant, on se met en 2G et ça ne marche plus. J'avais fait un test avec un test en train pour Airbnb et Voyage SNCF. Les sites dédiés. Airbnb, 19 secondes, Voyage SNCF, 15 secondes. Airbnb, j'étais en 2G et à Voyage SNCF, j'étais en 3G. Et les sites, ils bougeaient parce que tout d'un coup, hop, on me rajoutait une pub. Et donc, j'allais appuyer sur le bouton, mais le bouton, il bouge, etc., etc. Ça, c'est pas maîtrisable. On ne maîtrise pas le support des utilisateurs. Par contre, on peut maîtriser certaines choses. Tous les fichiers, les codes sources peuvent être compressés. Les CSS, les JavaScript, etc. peuvent être compressés. Ça donne donc des fichiers moins lourds. Et donc, forcément, ça s'affichera plus rapidement, quel que soit le temps, mais plus rapidement. Après, il y a le côté international. Le site est inscrit à la CNIL. Où les conditions, donc ce n'est pas possible. Par contre, les conditions générales de vente sont disponibles sur toutes les pages. OK. Et à la fin, le site doit faire consensuel. Donc le critère doit faire consensus. Pardon. Les liens ne s'ouvrent pas dans un nouvel onglet. Ça, c'est un critère qui est vachement intéressant. Vas-y, il faut que tu partages. J'aime pas le fait de mettre des parties comme ça quand on pense qu'on est externe. Quand on est sur un lien externe, quand on a un lien vers une page Facebook, le type il a pas envie il a envie peut-être de rester sur le site. Il veut juste avoir à côté un lien Facebook. Ouais, et ben du coup, le fait que les liens externes remplacent la navigation actuelle sur le site, je trouve que c'est gênant. Oui, mais tu vas apporter un truc très intéressant, c'est le ça dépend. C'est-à-dire que peut-être que le type il a envie de ça. Mais alors c'est l'utilisateur qui quelque part doit être acteur et dire moi j'ai envie de rester sur le site, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Clic droit, commande, etc., etc. En soi, c'est pas une bonne pratique de dire que on ne doit pas utiliser de target blanc, c'est-à-dire que tous les liens doivent s'ouvrir dans le même onglet. D'accord ? Mais par contre, la bonne pratique, c'est l'utilisateur est prévenu lorsqu'un lien s'ouvre dans un nouvel onglet. En soi, tu peux l'utiliser, mais tu préviens l'utilisateur. Parce que si tu fais quelque chose inattendu, alors là, tu détériores l'expérience utilisateur. Même si toi, tu as l'impression que c'est bien parce que ça correspond à ton processus. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout quand je suis sur un site et qu'il ouvre sur un nouvel onglet. Et ça me parle pas. Et ça m'agace parce que, en fait, déjà, je navigue avec au moins 5-6 onglets d'ouvert. Au bout d'1 heure de navigation, j'en ai 10. Et en plus, si je suis sur smartphone, même s'il ne charge pas les onglets inactifs, je me retrouve avec 15 onglets, etc. Donc pour moi, c'est une pratique qui ne me va pas du tout. Voilà. Mais ça dépend. Ça ne concerne que moi. Donc du coup, aucun problème. Utilisez target blanc. Par contre, vous prévenez vos utilisateurs. Il y a un petit picto qu'on peut utiliser. Oula, non, pas d'accord ? Je sais pas trop, ouais. Moyennement. Et Je pense que la plupart du temps, tu ouvres dans un nouvel onglet, tu t'aperçois même pas que c'était un target blanc. Et après, tu fermes. Alors, il y a eu des tests, effectivement, sur ce sujet-là. La plupart du temps, tous les liens
ils sont en target blanc, les gens qui sont habitués au web l'ouvrent dans un nouvel onglet. Ah, ben oui, mais c'est des gens qui sont habitués au web. On n'est pas tous habitués au web. On n'a vraiment pas tous la même navigation. Je vais dire un truc horrible. Ma maman, je suis sûr qu'elle le sait pas. Tu vois? Et pourtant, c'est pas la seule à naviguer sur Internet. Je pense à un truc que Facebook, il dit que quand on part de son application, et c'est super chiant en fait, je trouve. Pardon? Attention, vous allez quitter l'application Facebook quand on ouvre dans un nouvel onglet. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis pas du tout utilisateur de Facebook. Ok, je trouve ça très intrusif. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que Facebook a un navigateur web. Oui. Intégré dans Facebook. Et quand on le quitte, il le dit. D'accord. C'est vachement intrusif. Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est on a des points de vue différents. Donc ça amène ça dépend en fonction des personnes. Et ça amène aussi des trucs. Là, on se base sur référentiel. Et à un moment donné, le référentiel a mis en base des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques ont été validées par une communauté. On en parlait par exemple avec Franck. Il y avait la bonne pratique de la semaine dernière. C'était l'utilisateur peut faire un achat sur un site sans créer un compte. Ça, clairement, effectivement, c'est une bonne pratique pour moi qui n'est pas si consensuelle que ça. Il y en a plein qui souhaitent pouvoir créer quand même un compte, etc. Côté dev, parce que c'est plus simple, etc., etc. Donc, le référentiel a ses atouts et ses inconvénients. Dans tous les cas, il y a toujours les deux possibilités souvent. Soit créer un compte, soit acheter sans compte. Non, pas dans tous les cas. Mais par contre, la bonne pratique demande à ce que ce soit le cas. Dans tous les cas, quand Voilà. Perso, je trouve que c'est pas une bonne pratique pour moi. Oui, mais c'est le référentiel et on en parlera après. Que faire de ce référentiel-là? Mais voilà, ça soulève des questions qui sont vraiment pertinentes. Je parlais, c'est que quand tu peux acheter sans compte, la plupart du temps, tu peux aussi. Ah oui, oui, forcément, tu peux aussi. Oui, oui, ouais, tout à fait. Zut, je suis passé à côté de quelque chose. Parce que ça m'amène. Oui, en tant que client, enfin en tant qu'acteur du projet, que je sois côté client ou côté prestataire, j'ai toujours un rôle qui est très difficile à prendre, c'est le rôle de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est la cible principale du site. Et c'est l'acteur qui est toujours à côté, parce qu'il n'est pas présent dans le projet, il n'est pas physiquement présent, mais c'est l'acteur qui est le plus compliqué et qui est le plus important. Et souvent, on va amener des pratiques qui nous semblent bonnes à nous, en tant que développeur, ou en tant qu'humain, ou en tant que client, etc., qui ne sont pas forcément des bonnes pratiques pour les clients. L'avantage de se baser sur un référentiel, que celui-là ou un autre, c'est aussi se sortir de nos habitudes et se baser sur quelque chose qui a été défini par un groupe. Voilà. Et qui a été validé par un groupe. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, ça oui. Okay. Ça oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui n'étaient pas d'accord. Il faut le dire. Hein. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'on peut classer ces critères? Alors, on verra, il y a des bonnes pratiques, elles sont classées par thématique, etc. Mais en fait, est-ce qu'on peut avoir un autre classement? Et en même temps que ce référentiel, en fait, Opquast a travaillé sur un modèle qui s'appelle le modèle VPTCS. Et le modèle VPTCS, le voici. V pour visibilité, P pour perception, T pour technique, C pour contenu et S pour service. VPTCS. Chaque partie du site peut être catégorisée ici. Et donc, chaque bonne pratique peut rentrer dans une ou plusieurs catégories. Visibilité, c'est comment l'utilisateur va pouvoir trouver le site. Est-ce que c'est en tapant un mot-clé sur un moteur de recherche? Est-ce que si c'est le site d'un restaurant, l'utilisateur est rentré dans Google Maps et ça tombe bien, le site a rajouté ses horaires dans Google Maps et le lien vers son site. Du coup, l'utilisateur il a pu cliquer sur le lien et voir le menu. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a mis, enfin un commercial qui a mis, ou ils ont fait une pub de communication, ils ont mis des affiches. Est-ce qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui a donné une carte de visite? Est-ce que si, est-ce que ça? Ça va être toutes les actions qui vont être faites, techniques ou pas, qui vont permettre à l'utilisateur de trouver le site. À un moment donné, j'ai un besoin. Comment je vais arriver sur ce site-là grâce à ce besoin-là? La perception. Comment je perçois le site? L'ergonomie, le graphisme. Est-ce qu'il a une charte graphique cohérente? Qu'elle soit belle ou que je trouve belle ou moche, c'est pas grave. Au moins, est-ce que la charte graphique est cohérente? Je vous parle de Wikipédia. La charte graphique de Wikipédia, elle n'est pas moderne, ça peut pas être partout, etc. Par contre, elle est viable. Je sais où se trouvent les éléments. Elle est cohérente. Elle est cohérente quand même. Ou Google, par exemple, elle est ultra simplifiée. Ils n'ont même pas changé la couleur des liens. C'est la couleur des liens par défaut. C'est ultra minimaliste. Pourtant, elle reste cohérente. Etc., etc.
Donc comment c'est perçu par vos utilisateurs? Le technique, est-ce que le site fonctionne? Est-ce que si j'envoie un formulaire, est-ce que le formulaire est bien envoyé? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une erreur? Attention, je ne parle pas d'erreur utilisateur, je parle d'erreur de site. D'ailleurs, est-ce que le site il fonctionne bien? J'ai un carrousel, je clique sur la flèche de droite, ça passe. L'erreur utilisateur, c'est différent. Je suis un utilisateur, on me demande un mot de passe qui contient 5 nombres, 4 chiffres, 3 lettres, 1 caractère, 2 caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, il faut qu'il fasse au moins 25 caractères, par exemple. Si à un moment donné je me trompe, on doit pouvoir me dire « Attention, tu n'as pas rempli ces cases-là, il te manque ceci. » D'accord? Donc ce n'est pas les erreurs utilisateurs, c'est vraiment les erreurs de site. Et après, on a le plus important, le contenu et le service. Le contenu, c'est l'objectif du site. Et le contenu et le service, on voit bien ici, c'est le socle de votre site. Votre site, il aura beau être super beau, super ergonomique, super fonctionnel, tout ce que vous voulez, etc. Si le contenu n'est pas là, l'utilisateur ne viendra pas. C'est vraiment le socle. Et le service. Si à un moment donné, imaginez, vous achetez un canapé. Et là, en fait, ou un robot aspirateur. Et là, à la fin, en fait, on vous dit que vous recevez un mail, votre commande a bien été passée, la date de livraison est prévue pour tant, vous attendez 3 jours, et là, on vous renvoie un mail, oui, le produit n'est plus en stock, etc., etc. Vous avez un problème dans votre expérience utilisateur qui est au niveau du service, toute l'expérience sera remise en cause. Oui, mais le site, il est pourri, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça marche pas. Et pourtant, techniquement, ça se trouve, ça fonctionne. C'est juste que le service n'était pas à la hauteur. Vous voyez le truc? Chaque catégorie a ses métiers. Ici, on est plutôt côté prestataire. Référencement, graphiste, ergono, développeur. Ouais. Excuse-moi, c'est quoi une étiquette? Pardon? Dans le contenu de l'étiquette. Je sais pas. D'accord. Merci. Je sais pas. Ce serait intéressant de voir. Tac, 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 tac. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, j'avais pas vu le même. J'ai pris l'officiel, mais j'avais pas vu le même. Donc du coup, tac, 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 sécurité, hébergement, admin système, développeur, intégrateur. Et ici, on va être côté client. Rédaction, traduction, etc., etc. En général, on trouve la MOE, maîtrise d'œuvre ici, la MOA, la maîtrise d'ouvrage. Tac, 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 du coup, tu m'as perturbé. Ça, je l'ai en tête. Mais je le regarderai et je te le dirai sur Slack. Donc en fait, toute cette partie-là, c'est comment mettre en valeur le site, le contenu des services, et là, pourquoi on utilise le site. Et à la fin, on trouve un modèle qui est très intéressant. Hop là, c'est l'UX design et l'UI design. User experience, toute l'expérience utilisateur autour d'un objectif et autour du projet web. Et là, c'est l'interface. L'utilisateur dans le VPTCS, il va avoir un objectif et il va réaliser son objectif. À l'intérieur de l'UI, il va manipuler le projet web. Ça veut dire que là, je ne manipule pas encore le site, et là, je ne manipule plus le site. Je suis avant le site et après le site. OK? Hop là. Du coup, le référentiel qualité web. On va y aller. Il contient 226 bonnes pratiques qui sont classées en 19 rubriques. Alternatives, code, contact, contenu, etc., etc. Chaque bonne pratique contient... Voilà, vous avez une fiche d'une bonne pratique. Un titre, par exemple la bonne pratique numéro 1, chaque image décorative est dotée d'une alternative textuelle appropriée. L'objectif, quel est l'objectif de cette bonne pratique? Pourquoi on doit la mettre en place? La solution technique, comment la mettre en place? Et le moyen de contrôle. Ça veut dire qu'avec cette bonne pratique, là, je m'adresse au client. Moi, en tant que client, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on utilise cette bonne pratique-là. En tant que chef de projet, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on met cette bonne pratique-là. La solution technique, c'est aux développeurs, aux graphistes, etc. Ok, je dois mettre en place cette bonne pratique-là, comment je la mets en place? Et là, c'est le testeur. En phase de recette, on doit valider cette bonne pratique, comment je le fais? Donc on verra qu'en fait, les moyens de contrôle, souvent on va utiliser des outils du navigateur pour inspecter le code source, par exemple, ou pour voir si le contenu a été bien fait, etc., etc. Donc il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir tester les bonnes pratiques. Mais le fait déjà de le mettre dans le cahier des charges, ça m'assure le socle minimum. Hop là. Alors, allons voir ça. Hop. Voilà les 226 bonnes pratiques. Vous les avez aussi dans le livre. Et en fait, dans le livre, on voit
la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure avec la solution technique, comment le mettre, etc. etc. Hop. Vous pouvez les trier par rubrique et vous pouvez après voir votre bonne pratique. Ce qu'on va voir, après on pourra retourner dessus dans l'atelier, ce qu'on va voir c'est quand est-ce qu'on va les mettre et comment on les met en place, ces bonnes pratiques, lesquelles on va pouvoir utiliser. Tac, tac, tac. Si je découpe un projet standard, je vais avoir 3 grosses phases. Alors attention, c'est standard, ça dépend de la méthodologie que vous utilisez, si du cycle en V, la méthode agile, etc., etc. Mais on a ce process-là. C'est-à-dire qu'on a une phase de conception, une phase de production, une phase d'exploitation. Conception, le site n'a pas encore commencé à être développé. J'ai le cahier des charges. Je dois définir et écrire le cahier des charges. C'est-à-dire que c'est à partir de ce document-là que je peux faire appel à des prestataires ou à mon équipe et je vais pouvoir commencer à développer le site. Et souvent, le cahier des charges, il est fait par des personnes qui ne sont pas techniques, graphistes, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut le pont commun. Production, je vais réaliser le site. Et je vais avoir des sous-étapes, prototype, web design, intégration, développement, contenu. D'accord? Vous pouvez avoir d'autres étapes si vous voulez, mais généralement, on peut se baser dessus. Et après, exploitation. Une fois que le site est en ligne, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le suivi de site, il y a les évolutions, il y a les bugs qui arrivent, il y a les mises à jour de contenu, etc., etc. Donc, on a 3 grandes phases. Première phase, phase de conception. On peut, si on se base sur ce référentiel-là, lister les bonnes pratiques à respecter. J'en ai toutes les bonnes pratiques et je veux savoir lesquelles je veux respecter. En sachant que, 2 choses, toutes les bonnes pratiques ne peuvent pas être mises en place. Et toutes les bonnes pratiques ne doivent pas être mises en place. Il y a des contraintes. Imaginez, déjà, vous faites un site vitrine. Vous n'aurez pas toutes les bonnes pratiques e-commerce. Imaginez, vous n'aurez pas toutes les bonnes pratiques syndication, si vous n'avez pas de blog, avec des articles, etc., etc. En fait, vous allez devoir commencer par voir quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez éliminer, qui ne vous servent pas. Ensuite, toutes les bonnes pratiques ne doivent pas être mises en place, ça dépend du contexte du projet. Forcément, plus je rajoute, plus je m'aligne sur un référentiel et plus je le suis, plus ça va me coûter cher. Plus il va falloir faire des tests, plus il va falloir mettre en place des process particuliers. Ça se trouve, mon prestataire, lui, il ne travaille pas avec les mêmes process. Ça se trouve, il y a des bonnes pratiques qui ne parlent pas et ne parlent pas à nos utilisateurs. Ça peut être un choix. À un moment donné, vous allez faire des choix arbitraires. D'ailleurs, dans la version précédente, Opquest avait fait 3 niveaux. Niveau A, niveau AA, niveau AAA. Et ce qu'il demandait, en fait, c'est qu'à un moment donné, un site, s'il veut être valide d'après la réglementation, d'après la référentiel Opquest, il doit valider un palier, que ce soit le palier A, AA ou AAA. Et pour valider un palier, il doit valider toutes les bonnes pratiques de ce même palier. S'il en invalide une, le palier est invalidé. Et ça, c'est pas forcément viable. Donc, du coup, ils sont revenus, ils l'ont changé et ils proposent aux acteurs de projets web de choisir les bonnes pratiques à mettre en place. Voilà. Le but, c'est pas de dire, hey, vous avez vu, moi je suis Opquest. Le but, c'est améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre en place ou pas. Créer des prototypes. Alors, vous pouvez, dès le début, créer des prototypes, hop là, pour affiner la demande, la compréhension du cahier des charges. À un moment donné, je dois faire un formulaire. Je ne sais pas ce qu'il en retourne derrière, moi, client. Je ne sais pas quels sont les impacts, etc. Je peux très bien, dans la phase de conception de projet, commencer à faire mes écrans. Combien d'onglets j'ai? Ah, je crée mon arborescence un peu. Oui, parce qu'il faut absolument avoir une page sur qui sommes-nous. Oui, mais dans cette page, il faut parler de notre organigramme. Et nous, notre organigramme, il est comme ça. Ok, alors moi, je travaille avec ce petit outil qui est vraiment chouette. C'est un petit tableau. Et donc là, vous avez déjà votre écran et vous avez juste à dessiner derrière dessus pour savoir, ben voilà, on jette, on fait un premier jet. Il faut un organigramme. Oui, ben alors dans notre structure, chez nous, il y a un directeur adjoint, 2 secrétaires, 3 exploitants, et voilà. Du coup, ça veut dire que le prestataire, lui, derrière, il ne vous connaissait pas à l'époque. Mais il sait qu'il devra faire un organigramme de cette méthode-là, qui aura cet affichage-là. Ah oui, est-ce que c'est des personnes qui... Est-ce qu'il y a du turnover? Il y a des personnes qui changent? Est-ce qu'on doit mettre le nom et les photos des personnes? Est-ce qu'on doit faire un lien vers leurs réseaux sociaux? Et du coup, le fait de se baser sur un élément concret, et ben, du coup, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et donc, de pouvoir mettre derrière les bonnes pratiques. Vous devez faire une page sur un produit, mais est-ce qu'on peut partager cette page avec les réseaux sociaux? Ok, on rajoute cette fonctionnalité-là, etc., etc. Le fait de faire des prototypes
avant le cahier des charges, ça affine le chiffrage, ça affine le budget. Objectif, lister les attentes en termes de qualité web, anticiper les risques liés au projet. Ça nous permet de voir aussi les chemins critiques. Phase de production. On peut mettre en place les bonnes pratiques à respecter dans chaque phase de production et tester les bonnes pratiques à respecter dans chaque phase de production. On va avoir des bonnes pratiques sur la créa, des bonnes pratiques sur l'ergonomie. Le créa, il sait qu'il devra respecter ça, 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 ça. Je sais que chaque champ devra avoir un label. Il n'y a pas de créa ici? Non, c'est dommage. Chaque champ de formulaire doit avoir un label, s'il vous plaît. Voilà. Chaque champ de formulaire doit avoir un label et il doit être à côté. Pas dedans, à côté. Ou alors si vous le mettez dedans, vous trouvez un moyen pour quand l'utilisateur commence à remplir, on voit le label à côté. Dessus aussi, ça se fait. Dessus, ouais, enfin, à côté, enfin, proche. Voilà. Mais pas dedans. Parce que le souci, si vous mettez des labels dedans et que vous l'effacez quand l'utilisateur il commence à remplir, s'il a rempli quelque champ, il ne sait plus ce qu'il a rempli. Est-ce que ça c'était le nom ou le prénom? Là c'était l'adresse mail 1 ou l'adresse mail 2. Vous voyez? Donc du coup, dans chaque phase, on va pouvoir tester. On revient un peu sur la méthode agile aussi, où on fait des tests au plus tôt. Voilà, on manipule notre site. Et après, il y a la phase d'exploitation. Vous pouvez ajouter de nouvelles bonnes pratiques à respecter. Ça, c'est très important, on va en parler. Vous pouvez réaliser des audits de qualité. Ok, le site fonctionne, il a 1 an. On a un panier moyen très faible. Pourquoi? On fait un audit. On voit qu'on peut s'améliorer au niveau de bonnes pratiques d'après ce référentiel là, là et là. On les met en place. Et après, on voit si le panier moyen a augmenté. On peut tester les bonnes pratiques à respecter lors d'une modification. Il y a un référentiel qualité qui dit, ben voilà, chaque modification, on doit respecter ça, 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 ça. Le processus est mis en place. On peut améliorer le projet en ajoutant de nouveaux critères. Un peu comme dans les évolutions ou pas, oui, ça se reprend un peu. Donc l'idée, c'est de détecter, corriger les erreurs et anticiper, prévenir les risques. Et il y avait un petit affichage sur les erreurs, je la trouve vraiment chouette. Plus les erreurs coûtent cher, moins on a le temps, moins on a les moyens, moins on corrige les erreurs, plus on en fait d'autres, plus il y a la certitude, moins le risque est maîtrisé. Si on y pense dès le cahier des charges, on limite. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire. Là, on limite au maximum. Et on contient les risques. Et l'avantage, c'est que si on se base sur un référentiel commun, Opcast ou autre, là vraiment, on ne se base pas sur Opcast. Si on se base sur un référentiel commun, on se base sur un lexique commun et on se comprend entre clients prestataires et entre équipes prestataires. Un graphiste va pouvoir se comprendre avec un développeur. Et ça, et intégrateur. Souvent, c'est difficile. S'ils ne sont pas dans les... De quoi? C'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Sauf si on est dans une équipe. C'est peut-être le cas chez vous, par exemple. Vous avez une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, etc., etc. Ce n'est pas toujours le cas. En sachant que deux concepts, un projet web, et ça c'est vachement important, un projet plus qualitatif, c'est un projet tout-terrain. Il y a un certain laisser-aller. Dans le métier là, souvent, on voit quelque chose. Tous les graphistes qui travaillaient sur le print, donc c'est-à-dire sur des affiches, etc., etc., lorsqu'ils vont sur le web, ils sont un peu perdus. Parce que sur le print, on maîtrise le média. Moi, graphiste, je vais faire une affiche, je vais voir mon imprimeur, je me calibre avec lui, mon ordinateur est calibré avec lui. Ce que je fais sur mon écran, ce sera la même chose qui sera sortie et qui sera distribuée à 20 000 personnes. Moi, web designer, je fais une maquette. Ma maquette, vous prenez 20 ordinateurs différents, potentiellement vous avez 20 rendus différents. Peut-être pas 20 rendus, mais vous avez des rendus différents. La police ne s'affiche pas de la même façon, les espaces ne s'affichent pas de la même façon, les navigateurs ne sont pas tous vieux, etc. Enfin, voilà. J'avais, dans un projet web, un crack qui venait avec une règle. Il avait sa maquette et il venait voir, il me disait « Oui, mais regardez ma maquette, là, il y a 12 cm et là, sur votre site, il y a 13 cm. » Et au tout début, c'était au tout début, j'essayais de faire entrer dans le 12 cm, etc. Ça nous ouvrait des bugs. Allez, sur notre navigateur, c'est trop petit, du coup, la police, elle est tronquée. Et sur ce navigateur-là, on a trop de place, etc., etc. Il faut être flexible. Oui, le pixel perfect est important à certains points. Mais sinon, il faut être flexible. Accepter la dégradation sur les systèmes d'exploitation et sur le navigateur. Votre navigateur est trop vieux, les bords ne sont pas arrondis sur les boutons, c'est pas grave. L'utilisateur, il peut quand même cliquer. Et au final, il peut quand même accéder au service qu'il souhaitait avoir. Pas de problème. Alors que si vous mettez 10 000 € pour que ce soit vraiment pareil sur tous les navigateurs, eh ben, c'est compliqué pour tout le monde et vous perdez de l'argent. Limitez les obstacles d'accès au contenu et aux fonctionnalités. Soyez simple. Le plus important, c'est les contenus.
On parle d'un terme qui s'appelle le dark pattern, par exemple. Le dark pattern, on le connaît tous. Je vais arriver sur un site, et là, poum, j'ai une modèle qui arrive. Hey, pour voir le contenu, ce serait bien si tu likais notre site. Inscris-toi, et après tu auras accès à ça, etc., etc. Ou alors j'achète un produit et je sens que tu voulais l'assurance avec ce produit-là. Hop, je te l'ai rajouté parce que ça me fait plaisir. Améliorer le contenu afin qu'il soit utilisable par les hommes et les machines. On parlait de l'accessibilité, mais oui. Est-ce que vous savez que les personnes non-voyantes, par exemple, entre autres, mais on va en prendre un autre exemple, ont accès aussi au web. Et le principe de base du papounet du web, qui est Tim Berners-Lee, c'est que le web doit être accessible à tout le monde. Ça veut dire que potentiellement, mon site, il est visible par des personnes, mais aussi visible lu par des machines. Les moteurs d'indexation, les algorithmes de recherche, ou alors les lecteurs de sites. Un lecteur de site, il va vous lire, par exemple, où est ma souris? Tous les liens. Tous les liens de la page. Si dans votre page web, vous mettez 20 000 liens, eh bien, ça devient compliqué. Autre terme d'accessibilité. J'arrive juste sur ce site-là. À votre avis, alors, c'est mon cas, mais je pense que je ne suis pas le seul. Moi, j'aime bien naviguer avec le clavier. À votre avis, combien de touches de tabulation? Donc, pour naviguer entre différents liens, j'appuie sur Tab. Tab, 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 et entrer pour aller dans la cible du lien. Combien de touches de tabulation je vais devoir cliquer, je vais devoir appuyer pour arriver sur ce lien-là? Combien de fois je vais appuyer sur Tab pour arriver sur ce lien-là? Trop. De quoi? Une cinquantaine de temps de faire tout ça. Le temps de faire tout ça? Ouais, je dirais qu'il y a ça, et après ils ont dû foutre le truc dans. Faites des raccourcis pour accéder à des rubriques directement. Regardez, on va tricher. Je vais désactiver tout l'affichage. Et là, en fait, on voit que le premier contenu qui arrive, d'accord, le tout premier contenu qui arrive, c'est le contenu de la page. Et mes liens sur lesquels je voulais cliquer, je vais les trouver. Ah, je crois que je l'ai passé. Oui, c'était pas très bien. Tout en bas. Donc 350 là. C'est 20 000, je crois. D'accord? Ça veut dire que si, moi, au clavier, je veux arriver sur ces liens-là, ah mince, j'aurais pas dû, je sais plus. Il va me faire aller sur tous les petits liens. Web Developer Tools. Qui est un plugin très pratique pour ceux qui sont... On peut tout faire avec, on peut voir les structures, etc. Mais là, on va rentrer dans le technique, mais on pourra le voir. Voilà. Je vais voir tout le contenu avant d'arriver là où je suis. Une bonne pratique, par exemple, c'est quand j'enlève l'affichage, donc les styles, et ben en fait, la structure de mon site est inchangée. Ça, c'est une bonne pratique. Mais c'est pas si compliqué que ça, finalement, à faire. Et vous voyez, là, on est sur un gros site. Mais il y a peut-être eu des contraintes derrière. Et peut-être que cette bonne pratique, ils n'ont pas pu la mettre en place. Voilà. Donc, un projet tout terrain et une amélioration continue. On parlait d'accessibilité, on parle d'ergonomie, on parle de qualité transverse. C'est pas un bouton on-off. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, c'est bon, hop, là, tac, c'est allumé, mon site il est qualitatif, mon site est ergonomique, mon site est accessible. Je vais améliorer tel ou tel sujet avec tel ou tel référentiel en ajoutant de nouveaux supports de bonne pratique. Et là, je vais augmenter le support de mon site. Donc, c'est de l'amélioration continue. À chaque fois, chaque nouvelle mise à jour, chaque nouvelle évolution, chaque nouveau projet est le moyen pour améliorer la qualité, améliorer le référencement, améliorer l'accessibilité, etc., etc. Un truc qui est bien, par exemple avec les développeurs, c'est les snippets. À partir du moment où j'ai développé quelque chose sur un site, je peux le réutiliser sur les autres sites. Et là, ça marche. Ok, j'ai amélioré la qualité de mon site, ou amélioré ci, ou amélioré ça. Et il faut toujours avoir ça en tête. Ça ne sert à rien d'accepter des projets ou juste de mettre le site doit être ergonomique. On va plus loin, on améliore toujours. Amélioration continue. On n'en a pas parlé, mais c'est très important. 2 coûts et des indicateurs. Les coûts de non-qualité sur le référentiel de qualité, d'accord? Qu'est-ce que me coûte un projet web qui n'est pas qualitatif? Vous avez des idées?
disais tout à l'heure avec l'erreur. C'est-à-dire Que si quelque chose est buggé, on va investir de l'argent pour corriger le bug ou mettre de la fonctionnalité. par exemple? Ça, c'est au niveau dev. Ouais. Oui, mais c'est un coût. C'est un coût. L'augmentation du nombre de bugs. Voilà, c'est bon. Et ouais, mais si à un moment donné... Plus il y en a. Exactement, exactement. Alors qu'au début, la modification, elle me prenait 1 jour. À la fin, elle va me prendre 10 jours. Il faut revenir sur le projet, il faut retester. Et puis quand on a mis ça, puis on l'a dupliqué, et puis ci, et puis ça, etc. L'augmentation du nombre de bugs. Le temps alloué aux corrections et à la maintenabilité. Plus il y a de bugs, plus je vais y mettre du temps. La mauvaise réputation. Ah ouais, il marche très bien. Alors je reprends mon user story, enfin mon expérience utilisateur de tout à l'heure avec le robot aspirateur. Le site fonctionne très bien, mais à la fin, le service n'est pas là. La réputation de ce site en est détériorée. Le nombre de réclamations, d'échanges clients. L'aspect juridique. La baisse au niveau du référencement. Mon code n'est pas valide. J'ai moins d'utilisateurs. Les utilisateurs partent plus vite. Peut-être que mon contenu n'est pas si pertinent. Les moteurs de recherche, souvent on le voit comme le Saint Graal. Le premier truc des moteurs de recherche, du référencement, c'est de trouver un contenu de qualité en fonction du mot-clé de l'utilisateur. Qui mettent leur pub après, qu'ils aient leur stratégie de com après, ok. Mais leur premier but, c'est de trouver du contenu de qualité. Si à un moment donné, il se dit, bah, l'utilisateur, là, il reste pas longtemps sur ce site-là, je vais peut-être détériorer un peu le référencement. Si le site n'a pas d'adaptation sur les terminaux mobiles, bah, ok, je le baisse un peu. Sachant que par exemple, les moteurs de recherche, aujourd'hui, ils se basent en mode mobile pour parser les sites, pour voir les sites, s'ils sont bien référencés, etc. etc. La baisse du référencement et la bande passante, les surcharges serveurs. Si à un moment donné, un code n'est pas optimal ou n'est pas performant, je vais avoir 100 000 visites à un moment donné, je vais peut-être avoir une surchauffe serveur, alors que si j'ai compressé mes styles, j'aurai moins de bande passante. Voilà. Oui, il y a des moments plus techniques. Et à côté, on a les coûts d'obtention de la qualité. Comment faire pour améliorer la qualité? Il y a la formation, il y a la veille des développeurs. C'est un coût de mettre quelqu'un en formation, de prendre une ressource, la mettre en veille, de faire des recettes, des tests. Ok, j'ai développé cette partie-là, j'ai utilisé ce référentiel-là, que ce soit même un référentiel qualitatif ou pas, de qualité ou pas. Hein. Il faut maintenant le tester pour valider si tous les développements ou toute la mise en place de ces bonnes pratiques a été bien effectuée. La labellisation, la certification, les audits. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on fait des tests utilisateurs? Est-ce que notre démarche a été bonne? Les communications, la traçabilité, la documentation, les guidelines. Enfin, on est sur un projet qui va durer 20 ans ou 10 ans. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont travailler sur ce projet-là et qu'une personne reste 1 an. Que va faire la nouvelle personne qui va arriver? Est-ce qu'elle va mettre 2 mois pour monter en compétence et pouvoir prendre ce projet en main? Ou est-ce que derrière, je vais allouer une ressource pendant 1 mois et je vais dire, toi, ton but, ça va être de mettre en place une doc technique ou pas que technique. Et comme ça, on utilisera cette documentation-là pour les nouveaux arrivants. Et la montée en compétence, c'est amélioré. La mutualisation, la capitalisation, la factorisation, la mise en place d'outils d'user story. Un user story, c'est très simple à mettre en place. Et ça, côté client, c'est vraiment intéressant. En tant qu'utilisateur, je peux faire ça. En tant qu'acheteur à Cdiscount, je peux voir la fiche produit d'un produit. Je peux utiliser le moteur de recherche et j'arrive sur la fiche produit. Je peux ajouter, modifier la quantité d'un produit, etc., etc. Définir un user story, c'est en fait définir les différents chemins que vont prendre les utilisateurs. Si j'arrive à définir les chemins de mes utilisateurs, j'arrive à améliorer mon chiffrage, à améliorer mon projet, à voir quelles sont les bonnes pratiques que je vais pouvoir mettre en place pour chaque étape, etc., etc. Ok? Ok, j'ai mis en place plein de bonnes pratiques de ce référentiel-là ou d'autres. Quels sont les indicateurs qui montrent que j'ai eu raison et que j'ai un retour sur investissement? Vous avez une idée? Peut-être la qualité du référencement. L'augmentation des référencements sur certains mots-clés? Ouais, carrément. Nombre de visites. Le nombre de visites, tout à fait. L'augmentation du panier moyen. Le taux de rebond, c'est-à-dire le ratio de personnes qui sont restées sur une site par rapport au nombre total de visiteurs. Hop là. Moi, ouais, exactement. Je crois que même je ne l'ai pas mis. L'augmentation des ventes, du panier moyen, de la bande passante
c'est-à-dire qu'on a plus de visiteurs aussi. Le taux d'abandon de panier, de transformation, de rebond, de conversion. Le taux d'abandon de panier diminue. Le taux d'abandon de panier, en fait, il existe surtout, et en partie parce que les gens, en fait, ils vont voir notre produit sur un site, ils vont dire, lui, je le veux, j'ajoute au panier. Comme ça, c'est comme si j'avais une petite wishlist. Et le soir, je le montre à ma femme, par exemple, dire, ben voilà, tu vois, j'ai vu ces 3 machines à laver là différentes, et on les regarde, ben tiens, celle-là m'intéresse, donc je vais voir cette machine à laver sur d'autres sites pour voir si je trouve moins cher. Et au final, j'achète rien sur ce site-là. Ça veut dire qu'on j'ai rajouté 3 produits au panier, mais je fais aucun achat. C'est le taux d'abandon de panier. De transformation, de rebond de conversion. Transformation, c'est le ratio de personnes qui vont réaliser un objectif par rapport au nombre total de visites. Un objectif tel que s'inscrire à une newsletter, acheter un produit, etc. etc. D'ailleurs, on considère que 1 à 4%, enfin 4%, c'est un bon taux de transformation pour un site e-commerce. 4% d'utilisateurs qui achètent sur le site, c'est un bon taux de transformation. Le taux de rebond, le taux de conversion. Le taux de rebond, ça va être ce qu'on disait, le nombre de personnes qui partent direct. Et le taux de conversion, ça va être un peu comme le taux de transformation, ça va être le nombre de commandes passées sur le site. Et le taux de transformation, c'est le nombre d'acheteurs. Il y a un terme pour dire le nombre d'abandons qu'il y a durant la phase d'achat. Alors, c'est le tunnel de conversion. Voilà, Le tunnel de conversion, ça va être en fait un entonnoir qui va être comme ceci, où l'utilisateur il va arriver sur telle page, et après il va sur plein de processus. J'arrive sur la page d'accueil, je vais sur la fiche, une liste de produits, puis une fiche produit, puis un panier, puis je fais mon processus d'achat. Et à chaque étape, il y a des utilisateurs qui vont rester et des utilisateurs qui vont partir. C'est pour ça qu'au début, j'ai plein d'utilisateurs et après, j'en ai de moins en moins. Ce qui est intéressant avec ce tunnel de conversion, c'est qu'à un moment donné, je vais peut-être avoir une baisse énorme. Tiens, il y a plein d'utilisateurs qui vont sur la page d'accueil, plein d'utilisateurs qui vont sur la liste produit et peu d'utilisateurs qui vont sur la fiche produit. Qu'est-ce qui se passe entre la liste produit et la fiche produit? Ça veut donc dire que moi, en tant que gestion de projet, en tant que MOA, je vais pouvoir faire une action ici, à cet endroit précis. Donc mettre à jour la liste produit. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la liste produit? Est-ce que l'utilisateur s'attend à quelque chose? Je peux faire des tests, etc. etc. Nombre de visites de pages vues, amélioration de l'e-réputation, de la performance, place dans les SERP. Donc SERP, c'est Search Engine Result Page, c'est les pages de résultats des moteurs de recherche. Et diminution des coûts de non-qualité, diminution des bugs. Voilà. Il y en a d'autres, mais voilà les principales. Pour conclure, et là c'est mon avis personnel, je pense que un référentiel sur la qualité a sa place dans n'importe quel projet numérique, que ce soit un tout petit projet ou un énorme projet. D'accord? C'est mon avis personnel. Oui? Non, mais je suis d'accord, ça va Est-ce venir. que tu le mets en place? D'accord. Est-ce que tu le mets en pratique ou est-ce que c'est juste un idéal? Alors, c'est un leitmotiv, l'augmentation de la qualité. Et ce que tu vas mettre en pratique va dépendre de tes projets. Le plus simple, c'est quand tous les acteurs du projet sont sensibilisés au même référentiel. C'est-à-dire qu'on travaille sur un référentiel commun, quel qu'il soit. Le plus difficile, c'est quand on veut forcer ce référentiel-là. Donc je pense que l'entre-deux est pas mal. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir se baser sur ces bonnes pratiques-là, on peut les mettre déjà dans le cahier des charges et on peut monter en compétence dessus. Et si à un moment donné on a un litige, ce référentiel peut être une bonne pratique pour sortir ce litige. Ça répond à ta question? Non, moyen. Ouais, le budget c'est une contrainte. Oui, mais c'est une contrainte, comme une autre. Voilà, mais il y a des budgets, tu as pas le temps de faire de maquette et de développer. Alors en plus, Oui. mettre des. Pour moi, il y a 2 budgets qui sont incompressibles dans un projet. Le premier, c'est le rôle du chef de projet. S'il n'y a pas de chef de projet, s'il n'y a pas de chef d'orchestre, le projet ne peut pas aboutir. Ou alors il va aboutir dans la douleur. Enfin, il y a des gros risques d'aboutir dans la douleur. Le deuxième, c'est cet apport, ce référentiel-là. Enfin, que ce soit celui-là ou un autre, c'est un référentiel. Parce que le référentiel, au moins, il permet de définir le socle minimal. Et tu peux très bien ne pas faire de créa, tu peux très bien ne pas faire de dev, tu peux très bien prendre des hébergements mutualisés. Donc, c'est-à-dire que tu peux très bien réduire des coûts sur des casquettes et domaines spécifiques. Mais voilà, ces 2 domaines-là, ils doivent être présents. Ils peuvent être présents de façon très simple. Hein. Un projet à 800 €, il ne va pas avoir des ateliers de 2 jours. Mais par contre, on peut très bien, à 800 € faire du contenu hiérarchisé. Déjà, là, on a augmenté la qualité. Donc après, ça va être forcément arbitraire. Il va y avoir des choix arbitraires.
Et c'est pour ça que toutes les règles, les bonnes pratiques ne peuvent pas être mises en place. Pardon. Ça répond plus à ta question? Tac. Un référentiel sur la qualité améliore les échanges. C'est difficile d'avoir un langage commun déjà entre nous, acteurs du web, prestataires. Le plus difficile, vraiment pour moi, ça a été entre les créas et les intégrateurs. Pour moi, un bon créa, c'est un créa qui connaît le code. Un bon intégrateur, c'est un intégrateur qui connaît la créa. Et si à un moment donné, on n'a pas ces liens-là, ce palier-là, eh ben, il y a une brisure, il y a une cassure. Et cette cassure, elle est d'autant plus importante à ce niveau-là, plus qu'intégrateur et développeur, ou plus que créa et ergonome. Ça veut dire qu'on doit avoir un socle commun. L'avantage d'un référentiel, c'est que c'est pas moi, intégrateur, qui ai décidé que ça, c'est je me base sur quelque chose qui est totalement un tiers, pour pouvoir amener telle ou telle solution. Et il m'arrive, et je trouve ça beaucoup plus simple, quand un créa me dit « Oui, mais attends, Thomas, là, tu as intégré ça, mais c'est pas la même chose. Regarde, sur le référentiel, il faut ça. » Ou alors l'inverse. C'est beaucoup plus simple de communiquer comme ça. Et ça peut aussi améliorer les échanges entre le client et le prestataire. Le client connaît son contenu, le prestataire sait comment le mettre en avant, mais il ne connaît pas le contenu, et le client ne sait pas forcément le mettre en avant. Ça veut dire que les deux pôles doivent aussi travailler ensemble. Si à un moment donné, on a un cahier des charges qui ne fait pas une page, mais qui se base sur un référentiel et qui se base sur des prototypes, etc., alors le client et le prestataire pourront avoir un projet plus solide. C'est du vécu ou pas? Oui, bien sûr. Je conseille que ça existe. C'est plutôt l'inverse. De quoi? C'est plutôt des clients de qualité qui font, enfin de qualité. Des clients suffisamment au courant du média web pour avoir des attentes raisonnables. C'est plutôt ça qui est pas très courant. Ah oui, mais d'un autre côté, c'est pas leur métier. Oui, mais bon. Voilà. C'est comme, moi j'utilise tous les jours ma voiture, mais par contre, niveau mécanique, je suis vraiment très nul. Mais du coup, il manque un bagage commun. Et voilà, donc du coup, le référentiel est une première solution pour apporter un point commun. C'est une première solution, ça ne fait pas tout. Mais c'est rassurant aussi. C'est très rassurant. L'exemple de la voiture, je le trouve pas mal. Je ne m'y connais pas du tout en mécanique. Et le garagiste, il me vend ce qu'il veut. Si à un moment donné, le garagiste il me dit, bon, alors voilà, la checklist, elle est là. Là, j'ai vérifié ça c'est bon, ça vous pouvez voir, on voit ça, etc. Ça me rassure. Si le garagiste, il arrive, bon, bah, il faut changer les soupapes, il faut machin, je sais pas, ça se trouve, il me ment. Il m'arnaque. Voilà. L'amélioration de la qualité web aura un impact sur l'utilisateur, donc sur l'expérience utilisateur. Et donc, petite cerise sur le gâteau, il y aura un impact sur le référencement. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Référentiel. Il y en a qui ont suivi des référentiels? Ouais. C'est bon, je voulais Vas-y. te poser une question. Ouais. Est-ce que les bonnes pratiques, c'est Cdiscount les met en place? J'en profite que c'est enregistré. Parce que... Alors, à ma connaissance, quand je travaillais dedans, il n'y avait pas de référent qualité web là-dessus. Oui, mais l'assurance intrusive et ce genre de choses, à la fin d'un achat, ils te proposent une tonne de choses pour te mettre des moins 20%, moins 30%. Ce qui pour moi amène un sujet très intéressant, c'est le marketing. Souvent, on a des problématiques entre le marketing et l'ergonomie. Et au niveau de la publicité sur leur site aussi. Et au niveau de la publicité. Mais c'est totalement assumé. Ah, bah, je m'en doute qui sont là. Eux, c'est les prix. Eux, c'est les prix, ouais. D'ailleurs, la page d'accueil de Cdiscount s'appelle le porte-avions, parce que tu atterris dessus. Tu vas acheter un canapé rouge, en fait, tu vois que « Oh, mais il y a des couteaux pas chers. Oh, mais il y a ci, il y a ça, il y a ça. » Et là-dessus, ils sont vachement forts. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a certaines bonnes pratiques qui ne sont pas mises en place. Si vous allez sur le site de Quest, ou si vous passez la certification, vous verrez qu'il y a plein de bonnes pratiques qui ne sont pas mises en place aussi. Voilà. Du coup, ça marche. Cdiscount, justement, il y a plein de choses qui sont... c'est pas de bonne pratique, mais ça marche quand même. Mais en même temps, Oui. l'expérience utilisateur n'est pas toujours parfaite. Mais l'expérience utilisateur n'est pas toujours parfaite. Et là, ils ont du mal aussi, alors c'est peut-être aussi à cause de ça, en partie, ils ont du mal, ils ont toujours voulu percer, mais ils ont du mal vraiment à courir derrière Amazon, par exemple. Qui, niveau de bonne pratique, Amazon en respecte quand même plus que Cdiscount. Ah,
Attention, on respecte quand même plus que Cdiscount pour moi. L'expérience utilisateur n'est pas folle non plus. Sur Amazon, moi je trouve qu'elle est dingue quand même. Les tests qu'ils font, les trucs, etc., ils font des tests AB à gogo. Ouais, mais n'empêche, Oui, le mais en tunnel fait, d'achat, oui, t'es pas Voilà. Et- t'as pas des trucs qui clignotent partout dans le tunnel d'achat. C'est 1000 fois mieux que Cdiscount. Là, c'est vraiment la différence entre UI et UX. Même si les menus peuvent être un peu galères, au final, toi, quand tu as fait ta commande, à la fin, tout s'est bien passé, ça t'est rapide, tu as été informé de ta livraison, Ouais. la finalité, elle est là. Tu as donc produit rapidement et tout s'est bien passé. C'est souvent ça. Même si des fois, c'est un peu galère pour les filtres X ou Y. Et alors, autre avis personnel, j'aime bien ce référentiel-là parce que c'est un socle de base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas des tonnes des référentiels comme ça. Je crois qu'il y en a un canadien et il y a un peu Google Webmaster Guideline, mais qui est vraiment plus ciblé. Il n'est pas expérience utilisateur, il ne parle pas de service, etc. Il parle vraiment de l'expérience de l'UI. Tac. Ce référentiel, ils ont eu du mal à le mettre en place. Ça montre bien qu'on est dans un domaine qui reste quand même très 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 jeune et qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite et qui se testent et qui machin et qui truc. Voilà. C'est à Simplon que tu l'as vu ou tu l'as vu sur Internet? Non, je l'ai passé il y a 1 an et demi dans une autre école, quand j'étais formateur dans une autre école. Et c'est là où j'ai découvert. Parce que en fait, ouais, ils démarchent beaucoup les écoles et ils sont à Bordeaux. Donc du coup, ils ont beaucoup démarché les écoles de Bordeaux. Et sur 5 écoles où j'intervenais, il y en a 4 qui demandaient cette spécificité-là. Donc je l'ai passé. Et effectivement, là-bas, ça m'a servi. Et ici, aujourd'hui, ça me sert surtout au niveau de Simplon. Mais le projet reste intéressant. Voilà. Ça te sert sur tes projets perso. Tes projets Ouais, pro, mais tu vois, je suis tout seul. Je monte des équipes, mais avec d'autres indépendants. C'est-à-dire que potentiellement, ils ne sont pas liés par contrat avec. Enfin, ils sont liés par contrat, mais ils ne sont pas salariés. Le fait de se baser sur quelque chose qui est validé, qui commence à avoir une petite renommée, etc., c'est rassurant pour mes clients. Et c'est aussi rassurant pour moi. Donc, ouais, là-dessus, ça m'aide pas mal. ok. Même si on ne l'amène pas toujours. Dans ton pro, dans tes projets pro de ton entreprise, quoi, ça t'aide. Ouais, voilà. Oui, ça m'aide. Et bon, ça m'aide surtout quand je travaille pas avec les mêmes créas. Parce que j'arrive à des créas, ouais, mais ça, je veux que ce soit comme ça. Ouais, mais attends, là, tu me fais un bouton alors que c'est pas un élément cliquable. Donc du coup, hop, on se base sur le référentiel et c'est plus facile à s'amener. Mais- Voilà, ouais, c'est ça. Le référentiel, au bout d'un moment, c'est ni le créa ni moi, c'est quelqu'un d'extérieur. Et ok, voilà, c'est plus facilement défendable. Toi, dans tes devis, tu vas en fait tes cahiers de charges, tu vas marquer je respecte les 1, 2, 3 ou... Avant la cahier des charges, je communique avec mon client, je fais un point avec lui, un atelier, etc., pour définir ce cahier des charges. Parce qu'effectivement, le client n'a pas forcément connaissance de ce référentiel ou autre, hein, et il connaît son contenu par cœur, mais il a du mal à voir comment le mettre, voir par quel onglet passer, etc. Donc il y a toujours une préphase où le client, eh ben, voilà, on va redéfinir un cahier des charges. Et après, on va pouvoir voir. Qu'on mette les bonnes pratiques dedans. Alors, c'est le côté un peu négatif aussi d'Upcost. Les référentiels, il fait peur. Il y a beaucoup de choses. Et c'est bien de se baser sur un tiers extérieur pour amener telle ou telle chose, dans telle ou telle discussion. C'est plus difficile, et c'est ce qu'ils vendent eux, mais moi je trouve ça plus compliqué, pour lister toutes les bonnes pratiques dans le cahier des charges, etc. Ouais, parce que de mettre à chaque fois, il faut que mon image ait un attribut, il faut que... Voilà. Ça par exemple, concrètement, moi je le mets pas, et je le fais pas forcément mettre dans le cahier des charges. Par contre, j'utilise. Et l'avantage, c'est que pour moi, c'est un process qui est plus simple. L'inconvénient, c'est que si c'est pas moi qui vais faire la créa, potentiellement, toutes les bonnes pratiques qui sont liées à la créa, elles ne seront pas forcément respectées. Et les bonnes pratiques qui sont liées au côté plus technique, vu que j'en connais un certain nombre, je vais plus facilement les mettre en place. Voilà. En fonction de... Donc, ouais, voilà. Est-ce que la question qu'il y avait là dans tes slides, elle est vraie? Il y avait une question sur la certification. C'était combien de temps? Non, elle est fausse. Ah, parce que- Ouais, ils le mettent en avant. Par contre, C'était quel temps pour que le flux du canon rafraîchisse? ouais, c'est ça. Par contre, si ça vous tente, ce qu'on peut faire, c'est il y a un questionnaire de 10 questions sur l'assertif.
pour voir à quoi ça ressemble. Et on peut le faire ensemble si vous voulez.